Une maladie mortelle frappe des personnes apparemment en bonne santé et dans la force de l'âge. La plupart des victimes ne présentent aucun symptôme annonciateur et les autopsies ne montrent rien. Des chercheurs du monde entier cherchent désespérément une explication. La maladie qu'ils découvrent est enracinée dans la superstition et dans la médecine du XXIe siècle. Il est allé travailler à Singapour comme manœuvre. Il voulait revenir à la maison et je lui ai dit d'attendre, d'être patient. Mais il voulait rentrer et voir les enfants. Il est allé boire du whisky avec son jeune frère. Ensuite, il s'est senti très fatigué. Mais son frère a insisté pour faire des photos. Ces photos incroyables nous montrent les derniers instants de Shanken Odassa, saisi par son frère. Pendant cette soirée entre amis, Shanken s'effondre sans que personne ne s'en aperçoive. Pensant qu'il s'est endormi, ses amis continuent à boire sans se douter qu'il agonise sous leurs yeux. Mais lorsque le drame est enfin découvert, les recherches vont rapidement commencer. Le décès de Shanken fait partie d'une série mystérieuse qui tient en échec les chercheurs de Singapour depuis des années. Tout a commencé une décennie auparavant, lorsqu'un premier ouvrier thaïlandais meurt dans des circonstances étranges. Singapour, 1982. L'explosion économique du début des années 80 attire des milliers de travailleurs vers ce petit pays. Parmi eux, un ouvrier thaïlandais de 37 ans. Il se détend après une dure journée de travail. Il a dû subir une série de tests physiques rigoureux avant d'être autorisé à entrer dans le pays. Il est en parfaite santé et dans la force de l'âge, mais son destin va basculer. La liste des victimes continue de s'allonger. Le docteur Go, qui était alors chercheur, se souvient des circonstances de ces morts mystérieuses. Jusqu'à 1990, 235 ouvriers sont morts de cette manière. Tous étaient des hommes. Environ 90% d'entre eux sont morts dans leur lit. Leur moyenne d'âge était de 33 ans. Un tiers de ceux qui sont morts dans leur sommeil ont pu être observés par des proches. Ces derniers ont été réveillés par des bruits de respiration difficiles, des suffocations, des gémissements. Ils ont aussi remarqué que les victimes avaient les poings serrés. Les indices sont maigres. Même si au premier abord tout laisse penser à une crise cardiaque, les chercheurs soupçonnent une autre cause. Dans la majorité des cas, l'autopsie n'a montré que peu d'anomalies. Les cœurs n'étaient pas dilatés. Les artères coronaires n'étaient pas rétrécies. Les examens épidémiologiques, biochimiques, microbiologiques et toxicologiques ne montraient rien de particulier. Les victimes étaient donc apparemment en bonne santé avant leur décès. À Singapour, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Mais les médecins révèlent une information stupéfiante. Les victimes ont un point en commun. Nos recherches de 1990 nous ont montré que plus de 90% d'entre eux étaient originaires de villages situés dans le nord-est de la Thaïlande.
Médecins et autorités sanitaires cherchent une explication. Ils découvrent que Singapour n'a pas l'exclusivité de ces mystérieuses morts nocturnes. On les retrouve sous le nom de Banggugot aux Philippines et de Pokuri au Japon. Les chercheurs ont baptisé ce phénomène syndrome de mort subite inexpliquée. De plus, ils pensent que ces morts subites chez des sujets jeunes et sains ne peuvent avoir qu'une cause, une anomalie du rythme cardiaque, la fibrillation ventriculaire. Le docteur Charles Andzelewicz est un spécialiste reconnu en cardiologie expérimentale. Il décrit ainsi cette anomalie fatale du rythme cardiaque à l'origine de la mort de ses ouvriers. L'arythmie la plus dangereuse est la fibrillation ventriculaire. Elle est provoquée par une désorganisation complète de l'activité électrique du cœur. Bien que les ventricules se contractent très rapidement, cette activité est totalement désynchronisée et empêche les ventricules de remplir leur fonction de pompe. Ces ventricules ressemblent alors à un sac de vers de terre. À plus de 10 000 km de là, en Belgique, cette défaillance du rythme cardiaque frappe dans les mêmes conditions qu'en Asie du Sud-Est. Une femme médecin qui souhaite rester anonyme se souvient de l'arrêt cardiaque nocturne qui a frappé son mari. De tels symptômes ne s'oublient jamais. Cela s'est passé dans la nuit du samedi au dimanche. Il était 4 heures du matin et j'ai été réveillée par mon mari qui gémissait et semblait lutter contre quelque chose. C'était un bruit assez difficile à décrire. C'était fort, profond, comme des gémissements. Il avait l'air d'avoir peur. C'était très impressionnant. Je l'ai allongé sur le sol. Je me suis rendu compte qu'il était totalement inerte et inconscient. J'ai donc commencé à pratiquer un massage cardiaque pour le maintenir en vie. Le téléphone était près du lit. J'ai laissé pendre le combiné et j'ai composé le numéro des secours. À peine 10 minutes plus tard, ils étaient là. Quand ils sont arrivés, j'ai dû descendre pour ouvrir la porte, car la chambre était au premier étage. Ils étaient très bien équipés. Ils avaient apporté un défibrillateur et ils lui ont administré 2 chocs électriques. C'était extrêmement stressant. L'arrêt cardiaque est l'urgence médicale suprême. Pour sauver la vie d'une personne en état de fibrillation ventriculaire, 2 choses sont essentielles: la réanimation cardio-pulmonaire et le défibrillateur. Je crois que la réanimation cardio-pulmonaire a servi à quelque chose, car il est vital pour le cerveau de maintenir la circulation sanguine. Mais j'ai vu qu'il ne reprenait pas conscience et qu'on avait besoin d'autre chose. Qu'est-ce qui déclenche ce trouble fatal du rythme cardiaque? Pourquoi touche-t-il des gens apparemment en bonne santé? Un patient est en arrêt cardiaque. Un trouble du rythme fatal, la fibrillation ventriculaire, l'a plongé dans l'inconscience. Les ventricules se contractent inutilement au lieu de pomper efficacement du sang dans le corps. Tous les organes sont privés de sang. La défaillance multiviscérale est imminente et il risque de mourir si l'on ne fait pas repartir son cœur d'ici quelques minutes. Peter, c'est Benjamin. J'ai ici un jeune homme qui a fait une chute et qu'on n'arrive pas à réanimer.
C'est peut-être un syndrome de Brugada. Vous pouvez venir? Merci. Le docteur Pedro Brugada est un cardiologue renommé. Il s'est spécialisé dans les anomalies du rythme cardiaque depuis plus de 30 ans. Il sait qu'il faut chercher l'origine de ces décès inexpliqués, non pas dans la fonction de pompe du cœur, mais dans le système électrique qui l'anime. J'enseignais la cardiologie à l'université de Maastricht, aux Pays-Bas. Lorsque j'ai rencontré, d'une manière assez inhabituelle, un Polonais et son fils de 3 ans. Pologne, 1986. Un jeune père effectue une réanimation cardio-pulmonaire sur son fils. La situation est dramatique. La moindre erreur peut provoquer la mort de l'enfant. Il souffre du même trouble du rythme que celui qui a emporté sa sœur l'année précédente. Dans une dernière tentative pour sauver son fils, l'homme quitte la Pologne pour aller demander de l'aide au docteur Brugada. Devant la gravité de la situation, il réalise un électrocardiogramme de l'enfant, un examen simple connu sous le nom d'ECG, qui sert à mesurer l'activité électrique du cœur. Cet électrocardiogramme était très étonnant. Il était tout à fait anormal. Pour être honnête, je n'avais encore jamais vu ça. Il présentait un tracé étrange en forme d'aileron de requin. Très intrigué, le docteur Brugada part en quête d'informations sur ce tracé très particulier, mais sans succès. Pendant plusieurs mois, nous avons tenté de comprendre ce qui se passait. Puis le père a décidé de rentrer en Pologne. C'est alors que je lui ai demandé de m'envoyer les électrocardiogrammes de sa fille. Ce qu'il a fait. On a retrouvé un tracé identique à celui de son frère. C'est une découverte capitale. Non seulement cette maladie présente un électrocardiogramme caractéristique, mais elle peut aussi toucher plusieurs membres d'une même famille. Après avoir trouvé 8 patients présentant le même tracé, Pedro Brugada et ses 2 frères publient leur découverte. Ils décrivent une nouvelle entité clinique qui sera connue dans le monde entier sous le nom de syndrome de Brugada. C'est comme si la foudre s'abattait dans un ciel totalement dégagé. Cela se produit de manière totalement imprévue, ce qui fait que la famille est incapable d'anticiper cet arrêt cardiaque en allant consulter, en faisant faire des examens à la personne concernée. Il n'y a pas de signe avant-coureur. La première manifestation est souvent la mort par arrêt cardiaque. Un tiers d'entre eux meurent subitement sans aucun symptôme annonciateur. Et c'est tout à fait dramatique. Les médecins ne disposent de presque rien pour identifier les personnes à risque. Comment faire, puisqu'elles sont apparemment en parfaite santé? Je me rends dans la salle d'échographie cardiaque où nous vérifions les fonctions mécaniques du cœur chez cette personne qui semble souffrir d'un syndrome de Brugada. Nous vérifions donc les fonctions mécaniques, nous vérifions aussi l'alimentation en oxygène du cœur et nous pourrons ensuite faire un bilan. Pour éliminer d'autres maladies et établir un diagnostic fiable, le docteur Brugada et son équipe doivent vérifier les moindres recoins du cœur. Le premier examen consiste généralement en une échographie cardiaque. Grâce aux ultrasons, les médecins vont pouvoir détecter des anomalies fonctionnelles de la pompe cardiaque. Il n'y en a pas dans le syndrome de Brugada. Après avoir examiné les valves et les ventricules du cœur, le docteur Brugada doit éliminer les maladies cardiaques comme cause possible d'arrêt cardiaque subi. Pour cela, il effectue une coronarographie, un examen radiologique qui met en évidence d'éventuels blocages ou rétrécissements des artères. Tout semble normal. Le professeur Scores donne plus de détails.
Sur 100 patients qui meurent subitement d'un arrêt cardiaque, la plupart sont victimes d'une ischémie touchant le cœur. Une artère bouchée empêche l'oxygène d'arriver, le cœur souffre et cela provoque parfois des perturbations électriques et une mort subite. À présent, si vous prenez 100 patients victimes de mort subite par arrêt cardiaque et âgés d'une vingtaine d'années, ils ne peuvent pas être décédés d'une maladie des coronaires car ces maladies sont absentes de ce groupe d'âge. Le syndrome de Brugada en sera donc la cause principale. Au centre hospitalier universitaire de Bruxelles, le docteur Brugada examine des patients. Il sait que ce syndrome se propage habituellement dans les familles. Il examine en premier lieu l'arbre généalogique, car très souvent, des décès inexpliqués se sont déjà produits. C'est malheureusement un problème typique du syndrome de Brugada. Il a été découvert dans cette famille après la mort de leur fils. Il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel. La maladie était inconnue et ce n'est que depuis peu d'années que nous avons toutes ces informations. De nombreux patients n'étaient pas diagnostiqués, tout simplement parce que nous ne connaissions pas cette maladie. Lorsque le patient présente le tracé particulier du Brugada, le diagnostic est facilement établi à partir d'un électrocardiogramme. Si vous le comparez avec un électrocardiogramme normal, prenons celui-ci par exemple, un examen normal montre ce tracé. Et ensuite, c'est plat. Dans le syndrome de Brugada, nous voyons que ce tracé change et prend cette forme. Il monte avant de redescendre ainsi. Voici la ligne de base. C'est caractéristique du syndrome de Brugada. Mais cette maladie recèle un autre secret. L'aileron de requin si caractéristique devient fréquemment invisible. Si la maladie a été diagnostiquée chez un autre membre de la famille, les médecins ont des soupçons. Ils tentent de faire apparaître ce fameux tracé en aileron de requin à l'aide de médicaments. L'un d'eux est l'ajmaline. On ne voit pratiquement rien ici. Mais quand on donne ce médicament, on retrouve le tracé caractéristique. C'est une opération simple, la plupart du temps. Evelyne De Vos a subi un examen identique après que l'on a diagnostiqué un syndrome de Brugada chez sa mère. Mais son ECG était normal. Son père se souvient du jour où les médecins ont tenté de mettre en évidence le tracé particulier du Brugada. Je n'oublierai jamais la date. C'était un 26 décembre. Nous avions une journée chargée devant nous. Nous devions commencer par des examens à la clinique et nous étions sûrs que tout serait normal. 5 minutes environ après l'injection de l'ajmaline, j'ai vu sur les électrocardiogrammes que quelque chose n'allait pas. J'ai ensuite regardé Evelyne qui me disait « Papa, j'ai chaud ». C'est difficile à expliquer. On voit parfois dans les films ce tracé plat, mais quand c'est votre enfant qui vous regarde, qui vous dit « Papa », qui prend votre main et que vous voyez ce tracé plat, c'est quelque chose dont vous vous souvenez toute votre vie. Ils lui ont appliqué les palettes et je n'oublierai jamais ça. Elle s'est raidie, a dit « Papa » et elle est retombée. Le tracé était de nouveau plat. Je ne peux pas m'imaginer tenir mon enfant sans vie dans mes bras. Je n'ai pas envie de savoir quel effet ça fait. Et je suis très heureuse de ne pas avoir été là. Atteinte d'une forme aussi grave de la maladie comme en témoigne sa réaction excessive à l'ajmaline, Evelyne a survécu miraculeusement.
La fillette conserve un souvenir terrible de ses arrêts cardiaques. Ce soir-là, toute la famille était réunie à table pour le dîner. Je me souviens encore que les deux aînés avaient du mal à manger, car ils se demandaient si leur tour n'allait pas venir le lendemain. Evelyn leur a dit « N'ayez pas peur, on vous fait simplement une piqûre et vous êtes mort. » J'ai dû sortir dans le couloir. Elle n'avait que 6 ans, et c'est tout ce dont elle se souvenait. On lui avait fait une piqûre et elle était morte. C'était aussi simple. Dans le nord-est de la Thaïlande, le lai thai, c'est-à-dire les décès nocturnes, est un mal endémique depuis des décennies. Il n'a été reconnu que dans les années 90. Les autorités sanitaires ont alors révélé qu'il s'agissait de la deuxième cause de décès après les accidents de la circulation chez les hommes âgés de 20 à 50 ans. Le docteur Somporn Ajarn, de l'université de Bangkok, étudie ces morts subites inexpliquées depuis 18 ans. Elle pense que les superstitions et l'isolement du nord-est de la Thaïlande masquent un bon nombre de cas de lai thai. Troisième village. Le chef annonce que 20 personnes sont mortes du lai thai depuis 1990. Un chiffre anodin en apparence, jusqu'à ce que le chef informe le docteur Somporn que le village ne compte que 600 habitants. Il dit que le lai thai est un gros problème dans ces deux villages. Mais il ne sait pas comment y remédier. Le docteur Somporn cherche des témoins oculaires du lai thai. Elle apprend qu'un décès s'est produit récemment. Elle me dit qu'il y a eu un nouveau cas de mort subite de lai thai. Il travaillait à Singapour. Il est revenu ici et il est mort subitement dans ce village. Je lui ai demandé si elle pouvait me conduire à cette femme. Elle accepte, mais elle travaille à la ferme. Tawin Popa est l'une de ces nombreuses mères livrées à elles-mêmes après la mort subite de leur mari. Pour cette maman de 2 jeunes enfants, ce drame est autant économique qu'humain. « 15 ans après le retour de son mari de Singapour, cette maladie mortelle a bouleversé la vie de Tawin. Il était minuit et il a dit « Il est tard, éteignons la lumière ». J'ai éteint. 2 minutes plus tard, j'ai entendu des gémissements. C'était un son étrange. On aurait dit qu'il n'arrivait pas à respirer. Son visage est devenu verdâtre et sombre. Ses yeux étaient fermés. Il n'entendait rien. Il semblait inconscient, comme s'il ne sentait plus rien. Nous l'avons sorti de la chambre. Nous avons essayé de masser son cœur pendant que mon ami appelait les secours. Mais ils ne sont jamais venus. Victime d'une fibrillation ventriculaire, M. Popa
voit ses chances de survie diminuer de 10% chaque minute. 4 à 6 minutes plus tard, ses organes vitaux et son cerveau sont atteints. Après 10 minutes, la mort est quasiment certaine. Il est lentement devenu silencieux. Les gens m'ont dit qu'il était devenu froid et rigide. Je n'ai rien pu faire pour l'aider. Je l'ai regardé mourir sous mes yeux. Je me suis sentie inutile. J'étais incapable de l'aider. Seulement 5% des victimes d'arrêt cardiaque survivent et arrivent à l'hôpital. Monsieur Popa est mort chez lui, auprès de sa famille. Il avait 33 ans. La cause du décès est restée inconnue. Il n'y a pas de responsable. C'est-à-dire qu'on ne peut en vouloir qu'à la fatalité, quand la victime semblait en parfaite santé 5 minutes auparavant. On ne peut même pas en vouloir à la nature. C'est du domaine de la croyance, du surnaturel, des sorcières, de la magie, parce qu'on a tellement de mal à croire ce qui s'est passé. C'est peut-être lié à l'homme singe. La veille de sa mort, il l'avait vu. Je crois qu'il y a beaucoup de magie noire par ici. Privée de toute information médicale sur la mort prématurée de son mari, Madame Popa, comme les générations qui l'ont précédée, pense que cette mort est d'origine surnaturelle et que la médecine est très mystérieuse. Dans ces villages du nord-est de la Thaïlande touchés par le Lai Thai, le responsable de ces morts est souvent un être surnaturel, la légendaire veuve fantôme. Les gens d'ici l'ont baptisé Pi Me Mai. Nombreux sont ceux qui croient que cet esprit séducteur hante le village à la nuit tombée à la recherche d'un homme à emporter. Pour les villageois, il n'existe qu'un moyen de lui échapper. Pi Me Mai, la veuve fantôme, est souvent suspectée par les habitants d'être responsable des centaines de morts subites nocturnes du nord-est de la Thaïlande. Persuadée qu'elle est à la recherche d'un homme, de nombreux villageois n'ont trouvé qu'une méthode pour lui échapper: se déguiser en femme. Certains hommes passent des vêtements féminins, mettent du vernis à ongles et même du rouge à lèvres avant d'aller se coucher pour faire croire à la veuve fantôme qu'elle a affaire à des femmes et éviter ainsi son étreinte mortelle. Cette coutume est en vigueur depuis plus de 70 ans. Elle apparaît et disparaît au rythme des morts subites. Contrairement aux Occidentaux qui veulent guérir à n'importe quel prix, ces familles bouddhistes du nord-est de la Thaïlande qui subissent le Lai Thai se réfugient dans la spiritualité. Le docteur Somporn sait que le folklore et les superstitions sont au cœur de la vie de ces villages. C'est pourquoi elle commence sa tournée par des prières et des offrandes à l'esprit du Lai Thai. En l'absence d'explications scientifiques pour ces morts subites, les fantômes et les esprits servent d'exutoire. Ils expliquent comment une personne jeune peut se coucher en bonne santé et ne jamais se réveiller. En poursuivant ses recherches, le docteur Somporn
retrouve un homme qui a réussi à se réveiller. Monsieur Mombao a survécu au Lai Tai et raconte qu'il a vu la veuve fantôme quelques instants avant. J'ai rêvé qu'une femme me demandait de la suivre. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, car j'avais déjà une femme. Elle a essayé de m'entraîner avec elle. J'ai cru que j'étais mort. Au lieu de l'emmener à l'hôpital, on l'a conduit au temple. Le moine m'a donné de l'eau bénite et je me suis peint les ongles des mains et des pieds. Je me suis couché avec une jupe pendant 3 nuits pour tromper la veuve fantôme. Monsieur Mombao est convaincu qu'il a survécu en trompant la veuve fantôme, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. À cette époque, tout le monde parlait d'elle. Il y avait des gens qui mouraient tout le temps. Si ce n'était pas sa faute, alors qu'est-ce que c'était? Je voudrais que quelqu'un réussisse à trouver une solution. Car les enfants ont besoin d'un père, les femmes d'un mari. Notre monde a besoin d'eux. Nous devons tous vivre heureux dans ce monde. Tandis que le docteur Somporn explore les villages du nord de la Thaïlande, une explication convaincante a déjà été trouvée pour ces morts subites. Un groupe international de scientifiques a découvert un gène mutant à l'intérieur des cellules cardiaques qui perturbe le système électrique du cœur. Cette mutation provoque une canalopathie sodique, autrement dit, des anomalies des canaux ioniques de la membrane cellulaire qui perturbent le fonctionnement électrique du cœur. Une réaction en chaîne se met alors en marche et aboutit à un chaos électrique complet et à une fibrillation ventriculaire. Cette découverte de la génétique a confirmé les craintes des médecins. La mutation à l'origine de cette maladie se transmet discrètement de génération en génération, avec les conséquences dramatiques que l'on sait. Cette famille porteuse du syndrome de Brugada est typique. Nous avons déjà 5 générations. C'est une très grande famille. Des personnes sont atteintes dans cette génération, c'est évident. Il suffit de contrôler la présence de la mutation sur ces personnes et nous saurons immédiatement si elles sont atteintes ou pas. La famille Elan de Bruxelles vit avec ce gène mutant depuis 10 ans. Mais comme la plupart des gens, elle ne l'a découvert que lorsqu'il était trop tard. Il jouait au football avec des collègues de travail. Il s'est juste écroulé, il n'a plus bougé. Il s'est juste écroulé face contre terre. Un médecin était présent, mais ça n'a servi à rien. Je n'étais pas chez moi à ce moment-là. J'ai été prévenu par l'hôpital. Ils m'ont juste dit qu'il était mort. Sans autre explication. Dans des circonstances identiques à celles de son oncle 20 ans auparavant,
Chris Elan est mort en jouant au football. La mutation génétique s'était transmise dans la famille, à l'insu de tous. Tous deux avaient 30 ans et tous deux sont morts sur un terrain de football. Pourtant, nous n'avons vu aucun lien entre eux. C'est une impression étrange. Je réalise que je suis encore vivant alors que d'autres sont morts. Mon frère est mort, mon fils est mort, et moi je vis toujours. C'est la pire chose qui puisse arriver dans une famille. Vous vous retrouvez privé de votre frère, de votre sœur, de votre père ou de votre mère. Vous n'avez plus le temps de leur dire combien vous les aimiez ou de résoudre les petits différends que vous auriez pu avoir à l'époque où vous pouviez encore en discuter. C'est tellement inattendu, tellement triste, qu'on a d'abord du mal à y croire. La vie devient très étrange, pour être honnête. La plupart des victimes ne présentant aucun symptôme, il est difficile d'identifier les sujets à risque, sauf si une alerte se produit. L'un des signes annonciateurs est l'évanouissement inexpliqué, ou pire encore, un premier arrêt cardiaque. Chris Elan avait vécu cette première alerte 5 ans auparavant, alors qu'il était sorti courir. Il s'est écroulé sur le sol et il est resté inconscient. Il était mort, son cœur ne battait plus, mais on a réussi à le réanimer. Il est donc rentré à la maison et il ne s'est plus jamais rien passé pendant 5 ans. Jusqu'à ce qu'il s'écroule subitement sur ce terrain de football et meurt. C'est également un drame quand vous avez connu une première alerte et qu'elle n'a pas été prise au sérieux. Et parfois même par les médecins qui n'ont pas vu que ce symptôme était peut-être le seul avertissement donné à une personne qui aura à se protéger contre l'arrêt cardiaque subit. La prochaine étape, la prochaine arythmie, c'est la mort subite et c'est trop tard. Ça aussi, c'est injuste. Dans la famille Elan, on sait, comme tous les porteurs de ce gène mutant, que l'on a une chance sur 2 de le transmettre à ses enfants. Tous subissent un examen de sang, même les enfants. Malheureusement, le frère de Hugo Elan avait refusé cet examen. Mon frère aîné a refusé et il est mort. Il n'a pas voulu informer ses enfants sur ce syndrome. Il ne croyait pas qu'il y avait quelque chose. C'était une idée bizarre qui circulait dans notre famille. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à le comprendre. Cette maladie est si dangereuse qu'en ignorer les signes annonciateurs revient à jouer à la roulette russe. Car une fois que les patients développent les symptômes, ils ont une chance sur 2 d'en mourir dans les 10 ans s'ils ne sont pas pris en charge. Cette maladie est si dangereuse qu'en ignorer les signes annonciateurs revient à jouer à la roulette russe. Car une fois que les patients développent les symptômes, ils ont une chance sur 2 d'en mourir dans les 10 ans s'ils ne sont pas pris en charge. Aujourd'hui, le seul traitement existant contre la mort subite par arrêt cardiaque est le défibrillateur automatique implantable. De fines sondes sont envoyées vers le cœur à travers une veine. Elles sont reliées au défibrillateur logé dans un petit boîtier qui prend place sous la peau, dans la région claviculaire. C'est une opération simple, réalisée en 2 heures. Ce défibrillateur ressemble à un stimulateur. Il est capable d'envoyer au cœur des chocs électriques puissants, comparables à ceux envoyés par les équipes médicales sur la poitrine. Si l'appareil détecte un rythme anormal, comme une fibrillation ventriculaire,
il envoie automatiquement un choc électrique qui rétablit un rythme cardiaque normal. Grâce à cet appareil salvateur, les enfants et les adultes sur lesquels il est implanté retrouvent une vie normale en quelques jours. Comme tout appareil, il n'est évidemment pas sans défaut. L'un d'eux est son déclenchement intempestif, comme en témoigne Bob Elan. J'ai ressenti ces chocs pour la première fois pendant une promenade en VTT avec mon frère. J'ai subi 6 chocs d'affilée. J'étais en haut d'une côte et il y a eu comme un bang. J'ai eu l'impression de recevoir un ballon dans la figure ou un coup de bâton dans le dos. Je suis tombé de vélo et j'ai reçu 5 autres chocs pendant que j'étais allongé. C'était la panique totale. Il est rentré avec une tête de sauvage. Les cheveux comme ça. À cause des chocs? Depuis que le syndrome de Brugada fait les gros titres de la presse médicale, les Thaïlandais commencent à remettre en question leurs superstitions. À l'hôpital Bhumipol de Bangkok, le docteur Nadamane, électrophysiologiste à Los Angeles, rencontre le docteur Virakul, cardiologue, pour étudier les liens entre le syndrome de Brugada et le Lai Thai du nord-est de la Thaïlande. Ils étudient la maladie depuis plus de 10 ans et suspectent depuis longtemps l'existence d'un lien. Mais il est difficile d'obtenir des données intéressantes, car les familles signalent rarement les cas de mort subite. Lorsqu'un cas se présente enfin, les similitudes sont étonnantes. C'est un tracé typique. Regardez cette belle courbe en 2-3. Et la forme de col en V3. Quand nous avons commencé il y a plusieurs années, on l'a appelé jambe de sauterelle, comme sur l'un des dessins que je vous ai montrés, à cause de la forme du tracé. En forme de sauterelle? Le tracé en forme de sauterelle, décrit en Thaïlande, est identique à l'aileron de requin découvert par le docteur Brugada. En quête d'indices d'origine génétique, le docteur Nadamane parcourt l'arbre généalogique de cette famille à la recherche d'autres victimes de la maladie. Il fait une découverte incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 décès. Presque 30% de cette famille. Surtout des hommes. Tous des hommes. Aucune femme n'est décédée. Ils meurent très jeunes. 30 ans, 19 ans. 2 adolescents, 18 et 19 ans. Je ne sais pas quel est le mot juste, intéressant ou curieux. Quand on voit leur attitude face à cet événement, personne ne s'en soucie vraiment. Aux États-Unis, si un membre de la famille meurt, ils se précipitent tous chez le médecin pour faire un électrocardiogramme et lui demander si eux ou leurs enfants sont atteints. Ici, quand quelqu'un meurt, on assiste à la cérémonie bouddhiste et la vie reprend son cours. Je suis stupéfié en voyant ça, même si j'y suis confronté depuis des années. Je ne m'en étais jamais rendu compte. Pendant que je parlais, j'ai été frappé par la manière dont ils gèrent tout ça. On n'y peut rien. Faire venir un patient pour l'examiner est une chose. Le soigner en est une autre. Surtout lorsqu'on lui propose l'implantation d'un défibrillateur automatique. Nous avons du mal à convaincre les gens. Ils sont en bonne santé, ils n'ont aucun symptôme, et vous voulez leur implanter un appareil dans la poitrine et un fil dans le cœur. Ils vous regardent en se demandant « Vous êtes fou. Je cours plus vite que vous, et vous voulez me faire croire que je vais mourir sans cet appareil. » Ils vont réagir de cette manière.
D'autant plus qu'à 15 000 € par appareil, le défibrillateur automatique implantable est hors de portée de la plupart des familles thaï touchées par cette maladie. Mais si le défibrillateur automatique peut relancer un cœur, il n'élimine pas les problèmes de rythme. Dans certains cas, l'électrophysiologie peut guérir un trouble du rythme grâce à une technique de pointe, l'ablation par radiofréquence. Avec un cathéter placé dans le cœur, les chirurgiens localisent et détruisent par la chaleur les cellules responsables de ces troubles du rythme cardiaque. On obtient d'excellents résultats dans d'autres cas d'arythmie et certains médecins espèrent traiter de cette manière le syndrome de Brugada. Nous savons parfaitement que ces patients souffrent de troubles du système électrique cardiaque. Mais à quel niveau? Si nous savions à quel endroit, nous pourrions faire quelque chose, n'est-ce pas? Tandis que les électrophysiologistes, comme le docteur Nadamané, continuent à chercher un traitement, d'autres scientifiques tentent d'enrayer la transmission de cette maladie mortelle d'une génération à l'autre. Le syndrome de Brugada provoque des troubles du rythme cardiaque qui entraînent la mort subite. De nombreux scientifiques cherchent à guérir cette maladie mortelle qui frappe aveuglément. Le professeur Bonduel et son équipe cherchent à empêcher la maladie de se transmettre de génération en génération. Au cours d'une fécondation in vitro, on injecte un spermatozoïde directement dans un ovule. L'ovule entame sa division et sera prêt pour une analyse génétique d'ici quelques jours. Les personnes confrontées au syndrome de Brugada réalisent que cela affecte toute leur existence. Et lorsqu'elles envisagent d'avoir des enfants, elles veulent éviter de leur transmettre ce fardeau. Grâce à une technique très sophistiquée, l'embryologiste prélève des cellules sur l'embryon. Il cherchera des signes de maladie génétique. Après avoir décrypté les codes génétiques, on implante dans l'utérus de la mère les embryons qui ne sont pas atteints. Lorsque vous effectuez des diagnostics génétiques préimplantatoires, vous voyez souvent des situations difficiles. Des gens qui souffrent d'une maladie ou dont un enfant souffre d'une maladie. Et vous pouvez leur apporter de l'espoir. Lorsque cela fonctionne et que vous revoyez plus tard ces couples, tout a changé. Ils ont vécu une période difficile, mais ils ont en fin de compte un enfant en bonne santé. Ils sont tellement heureux d'avoir fait cet effort et d'avoir surmonté tout cela que c'est un plaisir de les revoir. Pour des familles comme les De Vos, l'avenir est riche de promesses. Ils ont trouvé le gène pour notre famille. On peut donc le rechercher avant de faire un enfant. Pour environ 30% des familles, nous pouvons faire un diagnostic génétique. C'est-à-dire qu'il nous reste encore beaucoup de travail pour identifier d'autres gènes, d'autres mutations responsables du syndrome de Brugada. Tandis que les autres malades attendent encore une explication génétique, le défibrillateur automatique implanté reste le meilleur traitement contre le syndrome de Brugada, malgré ses problèmes et ses inconvénients. Nous avons dû nous organiser pour dormir. Ma femme dort à droite du lit pour éviter de poser sa tête sur mon appareil. Mais il est là pour me sauver la vie, c'est mon ange gardien. Les médecins sont capables aujourd'hui de déceler la maladie plus vite et plus tôt. Et les chances de trouver un traitement n'ont jamais été aussi grandes. Pendant ce temps, dans le monde entier, des familles apprennent à vivre avec le syndrome de Brugada.
Il faut que les gens sachent que lorsque vous êtes confronté à une maladie comme le syndrome de Brugada, vous pouvez mener une vie tout à fait normale. Et Evelyn en est la meilleure preuve. Il faut prendre certaines précautions, mais sinon vous pouvez vivre une vie normale. Il faut que les gens le sachent. Something that people have to know.